Bonjour, on continue le chapitre 2 et dans ce paragraphe, on parle d'hyperplans, les hyperplans vectoriels. En fait, si E est un espace de dimension finie, et si on prend F un sous-espace vectoriel de E, donc déjà, on appelle la codimension de F, c'est la dimension de E moins dimension de F, donc c'est ce qu'on appelle la codimension. Donc si vous voulez, c'est la dimension de l'espace qui complète F pour former un espace, pour former une partition de E. Ensuite, on appelle hyperplan de E tout espace vectoriel de E de codimension 1. Donc déjà, un hyperplan de E est un espace vectoriel ou bien un sous-espace vectoriel. Donc c'est un sous-espace vectoriel de E déjà. Ensuite, il a une dimension égale à la dimension de E moins 1. Donc il est une dimension en moins que E. Du coup, on dit qu'il a une codimension de 1. Donc il a besoin d'un espace de dimension 1 pour que les deux ensemble forment une partition de E. Donc H, si H est un hyperplan de E, ça signifie que la dimension de H, c'est n-1, parce que la dimension de E était n. Donc la dimension, c'est n-1, il y a une dimension en moins que E. Ceci est équivalent à dire que H est le supplémentaire d'une droite vectorielle, c'est ce que je viens de dire. Donc il a besoin d'un espace de dimension 1, donc c'est ce qu'on appelle une droite vectorielle, parce que un sous-espace de dimension 1, donc c'est un sous-espace qui s'écrit comme K fois x0. x0, c'est un élément non nul de cet espace, donc il forme une base, fois K. Donc Kx0, c'est, si vous voulez, c'est l'expression qui engendre tous les éléments de cet espace de dimension 1 qu'on appelle la droite vectorielle. Donc E s'écrit comme somme directe entre H et cette droite vectorielle Kx0. Ceci signifie aussi que la dimension de l'orthogonale de H est aussi 1, parce que la dimension de l'orthogonale de H, c'est la dimension de E moins dimension de H, ce qui fait 1. Aussi, ça signifie que l'orthogonale de H est égale à K fois U étoile, parce que l'orthogonale de H, ce sont les formes linéaires qui annulent les éléments de H, et en fait, il n'y a que U étoile. Du coup, le sous-espace vectoriel engendré par U étoile, c'est KU étoile, et c'est ça l'orthogonale de H. Maintenant, comme on peut identifier H est orthogonale de l'orthogonale de H, alors H est égal à U étoile orthogonale de U étoile. En fait, faites attention là. En fait, si vous avez H un espace vectoriel ou bien un sous-espace vectoriel, alors l'orthogonale de H sera H. Mais si H n'était pas un sous-espace vectoriel, donc si par exemple H, si on a un espace de l'ensemble de départ, ou bien de l'ensemble E quoi, U1, U2, cet ensemble. Si on fait l'orthogonale de cet ensemble, l'orthogonale de cet ensemble, ce sont toutes les formes linéaires qui annulent E1 et U2. Et donc ce sont toutes les formes linéaires, ou bien c'est un sous-espace vectoriel, parce que si on a, dès qu'on a deux formes linéaires qui annulent U1 et U2 par exemple, alors une combinaison de ces deux formes va annuler U1 et U2. Donc l'orthogonale de U1, U2, et c'est quelque chose qu'on a discuté avant, c'est un sous-espace vectoriel de E étoile. Maintenant, l'orthogonale de U1, U2 va être donc tous les éléments qui sont annulés par ces éléments de U1, U2 orthogonal. Et donc, ça sera un sous-espace vectoriel. Donc, l'orthogonale de U1, U2 ne sera pas égale à U1, U2, mais ça sera un espace vectoriel qui contient U1 et U2. Mais puisque le départ ici, dans ce cas, c'est H, donc le départ, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, si on calcule l'orthogonale de l'orthogonale, on revient vers H lui-même. Donc, on peut identifier H et l'orthogonale de H. Donc, ce que je viens d'expliquer maintenant, c'est formel. On peut le rédiger mathématiquement, c'est pas très difficile. Vous pouvez essayer de le faire si vous voulez. Donc, H, également, c'est l'orthogonale de U étoile. Parce que U étoile, c'était égal, ou bien KU étoile, c'était égal à l'orthogonale de H. Donc, c'est-à-dire, pour tout élément X de H, U étoile de X égale 0. Donc, X appartient au cœur de U étoile.
Maintenant, un hyperplan vectoriel, alors, est le noyau d'une forme linéaire non nulle. Vous voyez? Donc, un hyperplan, si X appartient à H, c'est le noyau de U étoile. H égale à ker U étoile. Maintenant, on peut démontrer la réciproque. On peut dire que si H est égal à ker U étoile, si H est quelque chose qui est égal à ker U étoile, alors H est un hyperplan. On peut démontrer cette réciproque. En fait, si on prend U étoile, une forme linéaire qui n'est pas nulle, donc il existe x0 appartient à E tel que U étoile de x0 différent de 0, évidemment, parce que U étoile est non nul. Et donc il suffit de démontrer maintenant que E est égal à H plus K x0. Si on arrive à faire ça, alors H sera un sous-espace vectoriel de dimension n-1, donc un hyperplan. Donc pour démontrer ceci, il faut démontrer évidemment que l'intersection est nulle. Donc on prend x dans l'intersection, donc x dans H et x dans kx0, donc c'est écrit comme alpha fois x0. Mais U étoile de n'importe quel élément dans H est égal à 0. Donc U étoile de x égale à 0, donc U étoile de alpha x0 égale à 0. Puisque U étoile est linéaire, donc alpha U étoile de x0 égale 0. Mais U étoile de x0 n'est pas égal à 0, alors alpha égale 0. Et puisque alpha égale 0, alors x égale alpha x0 égale à 0. Donc x est nul. Ce qui fait que tout élément de l'intersection est égal à 0. D'autre part, évidemment, il y a la technique que vous avez déjà rencontrée dans d'autres exercices l'année dernière, qui dit que pour démontrer qu'un élément appartient à H plus Kx0, il suffit de l'écrire comme somme de deux éléments, l'un dans H et l'autre dans Kx0. Donc si on écrit x comme étant x moins lambda x0 plus lambda x0, donc ceci, il appartient à Kx0, et celui-là, il faut démontrer qu'il appartient à H. D'accord? Et donc, comment? Il suffit d'ajuster lambda. Si on prend lambda comme étant U étoile de x sur U étoile de x0, alors U étoile de x moins lambda x0 sera égal évidemment à 0. Vous faites, c'est une application linéaire, c'est facile à faire. Donc, cet élément sera dans le ker de U étoile qui n'est autre que H, donc il appartient à H. Et donc, on a démontré que E est égal à la somme directe entre H et Kx0. Ce qui fait évidemment que la dimension de H est n-1 parce que la dimension du supplémentaire c'est 1. D'autre part, si H est un hyperplan, alors H s'écrit comme le ker d'une forme linéaire U étoile et comme le ker d'une forme linéaire V étoile. Si on a ce cas-là, alors on peut démontrer facilement que U étoile et V étoile sont une combinaison linéaire l'une de l'autre. Donc U étoile égale lambda V étoile ou bien V étoile égale lambda U étoile. Pour démontrer ceci, en fait, on sait que U, c'est la somme directe entre H et Kx0, et on prend W étoile, égale V étoile moins lambda U étoile, dans le but de démontrer que V étoile est l'application nulle. Avec lambda comme étant V étoile de x0 sur U étoile de x0 pour des raisons techniques, pour que ça marche en fait. Donc, si on prend x comme étant H plus alpha x0, parce que x c'est un élément de H plus Kx0, donc il s'écrit de cette manière, avec H appartenant à grand H, et alpha un scalaire. Donc, ça appartient à E qui est égal à H plus Kx0. Et donc W étoile de X, c'est quoi? C'est le W étoile de H, et plus alpha W étoile de X0, qui est égal à 0. Parce que le W étoile, c'est V étoile, moins lambda U étoile et V étoile de n'importe quel élément dont H est égal à 0 déjà, et U étoile aussi, donc W étoile de H est égal à 0, et d'autre part parce que le W étoile de X0, ce n'est autre que V étoile de X0 moins lambda U étoile de X0, et du coup, le choix de lambda qu'on a fait ici fait que ça va être ça égal à 0. Du coup, W étoile, c'est égal à 0, et donc V étoile égale lambda U étoile. Voilà pour la partie hyperplan. On continue pour le cinquième paragraphe, la transposition. Ce paragraphe, il est vraiment très technique. Donc, faites vraiment attention. On va prendre maintenant U comme étant une application linéaire qui va de E dans F. Donc U n'appartient pas à E étoile. Faites attention. Ce n'est pas
une application linéaire qui va de E étoile, de E dans K, mais c'est une application linéaire qui va de E dans F. Et on prend Y étoile, un élément de F étoile, donc c'est le dual de F. Donc, Y étoile rond U, donc on a E, on a F, et on a K. Donc, Y étoile est là, U est là, et donc, le Y étoile rond U, il va de E dans K. Donc, il appartient à E étoile. Donc, Y étoile rond U, c'est un élément de E étoile. Maintenant, définition. On définit l'application U tilde qui va de F étoile dans E étoile. Donc, c'est une application qui agit sur les éléments de F étoile et à valeur dans E étoile. Donc, c'est une application qui va agir sur le Y étoile qui est là et qui va donner quelque chose qui est dans E étoile. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on l'a défini. On dit que U tilde d'un certain élément Y étoile, ce n'est autre que Y étoile rond U. Donc, si on prend un élément ici de F étoile, la composition Y étoile rond U, c'est ça ce qui donne le U tilde de Y étoile, qui est un élément du coup de E étoile. Donc, c'est une application linéaire. On l'appelle la transposée de U ou bien on la note TU. Donc, on va avoir TU de Y étoile égale Y étoile rho U. Maintenant, vous pouvez vous demander la question pourquoi on l'appelle transposée. Donc la réponse viendra tout à l'heure. Pourquoi la dénomination transposée? Où est le lien avec la transposée qu'on connaît déjà? Donc on va voir ça tout à l'heure. Et donc on peut vérifier facilement que U étoile de alpha Y étoile plus Z étoile, c'est alpha U tilde de Y étoile plus U tilde de Z étoile. En fait, U tilde de alpha Y étoile plus Z étoile, c'est alpha Y étoile plus Z étoile rond U. Et donc, la composition, elle est linéaire. Donc, on peut dire c'est alpha Y étoile rond U plus Z étoile rond U, etc. Donc, on peut aboutir à ça. Et on peut démontrer qu'elle est linéaire. En plus, si on définit T comme l'application qui va de L de E de F dans L E étoile F étoile, T est linéaire. Dans le sens que si on définit l'application T de U qui va donner la transposée de U, c'est ce qu'on vient de définir, cette application est linéaire, donc la transposée de U plus V par exemple, ce n'est autre que la transposée de U plus la transposée de V, et aussi si on multiplie par lambda c'est pareil, donc la transposée de lambda U, ce n'est autre que lambda la transposée de U. Donc l'application transposée appliquée à U est une application linéaire, on l'appelle la transposition, et on a, donc, quel que soit Y étoile, quel que soit X, UX Y étoile, ce n'est autre que X TU de Y étoile. Et ceci est facile, c'est parce que Y étoile, donc ça, ce n'est autre que Y étoile de U de X, et de l'autre côté, TU de Y étoile, c'est Y étoile rond U, donc c'est égal à X Y étoile rond U, donc c'est égal à Y étoile rond U de X, donc c'est la même chose. Et maintenant la proposition la plus importante, qui dit que si on a EF de 2K espace vectoriel de dimension finie N et P respectivement, si B est une base de E et B' une base de F, évidemment B étoile une base du dual de E et B' étoile une base du dual de F, et si U c'est une application qui va de E dans F linéaire, alors la matrice de U entre les bases B et B', donc c'est la matrice qui donne U de B en fonction de B', donc elle est égale à la transposée de la matrice, donc c'est la transposée de la matrice qui donne TU de B' étoile en fonction de B étoile. Donc les matrices de U et de TU sont transposées l'une de l'autre, et chacune dans sa base. Donc T de U évidemment dans les bases B étoile parce que T de U c'est un élément
ou bien une application qui agit sur les éléments de E étoile, et U dans les bases B et B' parce que c'est une application qui agit sur les éléments de E. Et c'est à cause de ça qu'on appelle cette application la transposition, parce qu'il y a ce lien entre les matrices qui dit que la matrice de U, c'est la transposée de la matrice de TU. Donc, pour démontrer ceci, c'est pas difficile, mais c'est technique aussi. Donc, on prend B la base E1, En, B' la base epsilon 1 jusqu'à epsilon P, pardon. Et alors, si on prend la matrice A, qui est la matrice de U, entre les bases correspondantes, comme étant AIJ, la matrice N, qui est la matrice de TU, comme étant gamma IJ, alors, on peut écrire facilement, on le sait ça, que le U de EK, c'est la somme des AIK epsilon I, n'est-ce pas? Parce que c'est la matrice. Donc là, si on a cette matrice qui est égale à A, donc les éléments qui sont là font que U du premier élément de E1 par exemple, c'est le coefficient qui est là, donc le A11, fois le premier élément de la matrice B', donc epsilon 1, plus A21 epsilon 2, plus A31 epsilon 3, etc. Donc chaque U de EK s'écrit comme cette combinaison de epsilon I. Pareil pour la matrice TU. On a TU des éléments epsilon J étoile, c'est la somme sur L de gamma L J E L étoile. Donc c'est pour les mêmes raisons. Et puisque on sait que U de EK scalaire epsilon étoile J est égal à EK TU epsilon étoile J, alors en faisant cette égalité, on remplace U de EK ici par cette somme, et on remplace TU de epsilon étoile J ici par cette somme. Et puisque la notation ici, elle est linéaire, dans le sens que si je remplace U de EK par la somme des AIK epsilon I, donc je vais avoir somme des AIK epsilon I epsilon J étoile, n'est-ce pas? Et ça, c'est la somme sur I. Donc, ceci s'écrit comme epsilon J étoile de tout ça, n'est-ce pas? Et epsilon J étoile de tout ça, puisque epsilon J est linéaire, alors c'est la somme des AIK epsilon J étoile de epsilon I. Et c'est ça. Donc, c'est la somme des AIK epsilon J étoile de epsilon I. Ben, on fait pareil de ce côté-là. On remplace TU de epsilon J étoile par la somme des gamma EL étoile. Et on fait la même chose, on obtient ça. Et donc, puisqu'on a cette égalité, donc, si dans cette somme, on regarde cette somme, la première somme ici, on sait que epsilon J étoile de epsilon I égale au symbole de Kronecker. C'est 1 si I égale à J et 0 sinon. Donc, si I égale à J, ça va être égal à 1. D'accord? Donc, ça va être égal à 1. Du coup, la somme va se réduire à A, J, K, quand I est égal à J, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, cette somme, ou bien le E, L étoile de EK sera égal à 1 également, quand K est égal à L. Et donc, la somme se réduit à gamma KJ. Et donc, s'il est AJK égale gamma KJ, ça signifie que les éléments de la matrice N sont les transposés des éléments de la matrice A. Parce qu'on a inversé la ligne et colonne, et d'où le résultat N est égal à la transposée de A. Donc, comme conséquence, on peut démontrer facilement que TU rond V égale T de V rond T de U. C'est facile à vérifier. Donc, TU rond V de Y étoile, c'est Y étoile rond U rond V. Donc, Y étoile rond U rond V. Et donc, c'est TU de Y étoile rond V. Donc, c'est TV de TU de Y étoile. Et donc, c'est TV rond TU de Y étoile. Et pareil, le rang de TU, c'est le rang de la matrice de la transposée de U. Donc, c'est le rang de la transposée de la matrice de U, et c'est ce qu'on vient de démontrer. Donc, c'est le rang de MU, donc c'est le rang de U. Donc, ils ont le même rang, U et TU. De plus, la transposée de l'identité, c'est l'identité de E étoile. Et ça, c'est aussi pas très difficile à vérifier parce que la transposée de I de E, la transposée de l'identité de E, si on l'applique à
si on l'applique à Y étoile, donc ça donne Y étoile, rond, identité, n'est-ce pas? Donc c'est bien Y étoile. Donc c'est bien l'application identité de E étoile. Et si F est un isomorphisme, alors la transposée de F-1, c'est la transposée de F-1. En fait, la transposée de F-1, c'est l'application inverse de TF. Donc si on prend par exemple un élément Z étoile de E étoile, donc c'est quoi le TF-1 de Z étoile? Et donc le TF-1 de Z étoile, c'est l'élément Y étoile de F étoile, tel que, donc c'est un certain Y étoile, tel que TF de Y étoile égale Z étoile, n'est-ce pas? Mais TF de Y étoile, c'est quoi? C'est Y étoile rond F. Donc, il faut que Y étoile rond F soit égal à Z étoile. Donc, il faut que Y étoile soit égal à Z étoile rond F-1, qui n'est autre que TF-1 de Z étoile, n'est-ce pas? Donc, et c'est Y étoile. Donc, on a TF-1 de Z étoile, c'est TF-1 de Z étoile. Là, c'est T comme ça, et là, c'est T de F-1. Et finalement, une proposition qui dit que si on a U dans LEF, alors l'orthogonale du kerre de U est égal à l'im de TU, et l'orthogonale de IMU égale à kerre de TU. Pour démontrer ceci, on prend déjà un élément de IM TU, donc il existe X étoile tel que Y étoile, c'est l'image d'un certain X étoile. Donc Y étoile, c'est X étoile rond U. Donc, pour démontrer que ceci appartient à l'orthogonale de kerre de U, il faut prendre un élément de kerre de U et démontrer que si on applique Y étoile à cet élément, ça va donner 0. Donc on prend A dans kerre de U, donc Y étoile de A, ce n'est autre que X étoile rond U de A, donc X étoile de U de A, donc X étoile de 0, parce que U, ou bien A, appartient à kerre de U. Du coup, X étoile de 0, c'est 0. D'où on a la conclusion. D'autre part, puisque la dimension de kerre de U, l'orthogonale du kerre de U, c'est la dimension de E moins la dimension du kerre, donc c'est égal à la dimension de IME, d'après le théorème du rang. Donc c'est le rang de U, qui est le rang de la transposée de U, donc la dimension de IM de TU. Du coup, la dimension de IM TU, ce n'est autre que la dimension du kerre de U orthogonale. Donc on a l'inclusion et on a l'égalité des dimensions, donc on a l'égalité des deux espaces. Donc IM TU égale kerre de U orthogonale. Et on peut démontrer de la même manière que le kerre de TU égale à l'IM de U, à l'orthogonale de IMU. Maintenant, on peut déduire de ce résultat que si U est injective, alors TU est surjective. Parce que si U est injective, donc la dimension du kerre de U sera égale à 0. Donc la dimension de l'orthogonale du kerre de U sera égale à n. Et puisque la dimension du kerre de U orthogonale, ou bien à P, ça dépend de l'ensemble d'arrivée, à P disons, donc la dimension de IM TU sera égale à P égale à, donc l'ensemble image, c'est égal à l'ensemble d'arrivée en entier, du coup TU est surjectif. Et pareil, si U est surjectif, TU est injectif pour les mêmes raisons en utilisant la deuxième égalité. Et pour finir, on peut démontrer que si V est un sous-espace vectoriel de E stable par U, alors V orthogonal est stable par TU. Parce que TU appliqué à un certain Y étoile avec Y étoile dans l'orthogonale de V, ça va donner quelque chose qui appartient à l'orthogonale de V. Parce que si on applique ceci à un certain élément X appartenant à V, ça va donner Y étoile de U de X. Et puisque U de X appartient à V, car V est un sous-espace vectoriel de E stable par U, donc Y étoile d'un élément de V va être égal à 0, car Y étoile appartient à l'orthogonale de V.